Bonsoir, à la une de cette édition, le renforcement de l'axe Conakry-Ankara. Les présidents guinéens et turcs étudient des pistes de coopération. Un entretien à suivre en début de journal. Des fournitures pédagogiques pour le ministère de l'enseignement technique en geste de l'UNESCO. Les écoles bénéficiaires sont déjà identifiées. Un homme, cet homme en image, vous allez le voir tout à l'heure, il s'appelle Mamadou Bobo Diallo, sa passion l'agriculture. Il a produit cette année 1000 hectares d'anacardier, on vous le présente tout à l'heure, voilà pour les titres. Bonsoir, tout d'abord les échos de la visite de travail du président Alpha Condé en Turquie. Hier, il a lancé les travaux du sommet d'Istanbul. Aujourd'hui, le président de l'Union africaine s'est entretenu avec son homologue Recep Tayyip Erdogan. Les deux hommes d'État ont planché sur le renforcement de l'axe Conakry-Ankara. Sanassi Keita. Après le sommet du D8 ici à Istanbul, le président de la République rencontre son homologue turc. Professeur Alpha Condé et Recep Tayyip Erdogan ont échangé sur plusieurs questions importantes dans le but de renforcer l'axe de coopération Conakry-Ankara. Des questions d'assainissement, d'énergie, de transport, de technologie étaient au menu de ces discussions qui ont duré plus d'une heure. Le président turc a rassuré son hôte de son souhait de rapprocher les deux capitales, Conakry-Ankara. Une volonté réitérée par le président Alpha Condé qui tient à ce que la coopération entre la Turquie et la Guinée soit un modèle de développement basé sur le respect mutuel. Autre rencontre du président de la République, celle avec le premier ministre du Pakistan. Saïd Kakan Abbasi et professeur Alpha Condé ont discuté du renforcement des relations d'amitié et de coopération mutuelle entre la Guinée et le Pakistan. Le président Alpha Condé a félicité très sincèrement le premier ministre Saïd, bref, le peuple pakistanais pour son engagement dans la lutte contre le terrorisme. Ravi pour ce soutien, Saïd Kakan Abbasi a témoigné au professeur Alpha Condé de son soutien aux actions de développement engagées en Guinée par le gouvernement et surtout de sa volonté sans détour de renforcer l'axe de coopération Conakry-Islamabad. Le président Alpha Condé a reçu ensuite plusieurs hommes d'affaires turcs. Les échanges ont porté sur des opportunités d'investissement en Guinée et dans toute l'Afrique. Suivez. L'énergie, la santé, l'éducation, l'assainissement, les logements sociaux sont entre autres domaines dans lesquels évoluent ces hommes d'affaires turcs. Tour à tour, ils ont manifesté leur désir au président de la République de venir s'implanter en Guinée. Une manière de soutenir le gouvernement dans sa politique de développement amorcée, à l'image de la société STC en charge de la construction de la cité WAF Guinée. Aujourd'hui, tout le matériel se trouve à Conakry, en place sur le site de construction de la cité WAF Guinée. Et nous allons nous y mettre très rapidement pour répondre aux attentes du président de la République en ce qui concerne surtout la construction de cette belle cité. Les jours à venir, ces responsables de la société STC comptent engager très rapidement le reste des travaux de construction de la cité WAF Guinée pour répondre aux attentes du chef de l'État en ce qui concerne surtout le délai. En Chine aussi, ça s'est tenu en deux temps. Hier, le Parti communiste a exposé en 3D les acquis de son premier mandat, une opération séduction, puisqu'aujourd'hui, les congressistes se sont réunis. Ils ont échangé sur d'autres acquis de ce premier mandat du président Xi Jinping. Les échos de cette rencontre ouverte et couverte par toute la presse internationale, dont la RTG, avec Mahmoud Bari, notre envoyé spécial. Les congressistes chinois continuent d'évaluer les performances du rêve chinois initié et exécuté par le Parti communiste. Les 2280 délégués venus de toutes les provinces de la Chine se donnent le temps de revoir le programme d'édification intégrale d'une société de moyenne aisance et d'un État socialiste moderne, puissant et prospère. Réaliser le rêve chinois du grand renouveau national suppose la montée en puissance de la Chine. Dans son rapport présenté aux congressistes pendant cette 19e session, le secrétaire général du Parti communiste chinois a évoqué la question de victoire décisive de l'édification intégrale de la société et de faire triompher le socialisme à la chinoise de nouvelle ère. La renaissance de la Chine est un rêve du passé, du présent
et aussi de l'avenir. Ce rêve cristallise les efforts d'innombrables hommes et femmes de bonne volonté de notre pays. Ce rêve, c'est l'ambition commune de tous les enfants de la nation chinoise. Ce 19e congrès qui se tient après un premier quinquennat du président Xi Jinping sera sanctionné par l'élection du président de la République pour un nouveau mandat de 5 ans. Les analystes politiques et les adhérents du Parti communiste chinois parient pour la réélection du président Xi Jinping à la tête de la République populaire de Chine pour un nouveau quinquennat. Élection également, mais en Guinée, avec les préparatifs des prochaines communales, la CENI, qui a déjà annoncé une date, poursuit ses concertations dans les états-majors des partis politiques. Hier, l'équipe de Salif Kébé a été reçue par le parti Guinée pour tous. Le point avec Makemed Onzo. Pour le respect de l'équité entre les partis politiques dans le processus électoral, les commissaires de la CENI se concertent avec le bureau du parti GPT, Guinée pour tous. Ces acteurs échangent sur les préparatifs des élections communales. Des questions comme le partage des documents locaux, le respect de la distance entre les bureaux de vote et autres ont été répondues. La CENI veille à ce que nous n'atteignions pas ces limites extérieures. Nous n'irons pas jusqu'à 5 km en zone rurale parce que nous avons veillé à installer des bureaux de vote dans chaque secteur. Et aucun secteur dans notre pays ne dépasse plus de 4 km. Donc les citoyens se retrouveront très facilement parce que nous avons regroupé les bureaux de vote dans les secteurs qui seront dans les écoles ou dans les lieux publics consacrés à cet effet. En ce qui concerne le nombre de magistrats, nous avons soulevé la question et donné les solutions qui sont en train d'être examinées par les professionnels du droit pour que nous ayons le nombre de magistrats le jour J pour la gestion de la présidence des CACV. Recevoir les commissaires de la CENI au siège de leur formation politique, c'est une première. Se réjouissent les responsables du parti GPT, créé en 2009. Pour le bureau politique, le dialogue est un instrument essentiel pour la crédibilité d'une élection. Les réunions de concertation permettent d'aplanir les contradictions, faciliter la gestion de l'ensemble parce que chacun se voit intéressé, chacun se voit impliqué et ipso facto, ça facilite l'appropriation de la décision. La Commission électorale nationale indépendante compte pérenniser cette initiative pour toucher du doigt les préoccupations de toutes les parties prenantes du processus électoral. À Conakry, un forum sur le commerce international. Les organisateurs veulent promouvoir un échange sincère entre plusieurs opérateurs économiques. Quelques problématiques sont ciblées, notamment comme rendre compétitif le secteur privé guinéen. Algassi Mouba. Le commerce international est perçu comme un moteur de croissance économique. Ces opérateurs économiques échangent sur les problématiques liées au secteur. Tous ont un objectif commun, celui d'un secteur privé guinéen plus ouvert et compétitif à l'échelle africaine et internationale. Savoir que le niveau de l'Afrique, la part de l'Afrique dans le commerce international n'est que de 2% et qu'en Guinée ici, à hauteur de 99% des exportations se font dans le secteur minier, ça nous interpelle, nous, les autres opérateurs et d'autres entrepreneurs de la place à beaucoup s'investir là-dessus et améliorer et avoir une part dans ce commerce international. 3 thèmes clés sont au menu: l'importation, l'exportation et la digitalisation des produits bancaires. L'initiative est de la banque panafricaine Ecobank. Nous espérons qu'après cette séance, il y a un début d'explication qui a été donné, un début de compréhension, que nous aurons donc des clients et nous aussi, nous serons disposés à donner davantage de conseils et on espère très sincèrement qu'au-delà du secteur minier, d'autres secteurs vont se développer dans le but de développer davantage l'exportation des produits guinéens dans tous les secteurs. C'est une très bonne chose pour aussi permettre au pouvoir public de ressortir la bagatelle d'opportunités ou bien de facilités qui existent des fois méconnues par le secteur privé.
Et donc ça a été une rencontre très fructueuse, du donner et de recevoir. Une rencontre que nous sollicitons que ça soit réédité. Aujourd'hui, le commerce en sort vraiment réagardé et renforcé par ce que nous avons vu de la volonté des Ecobank et aussi des disponibilités en termes de facilité et de produits au service du secteur privé. Ecobank Guinée partage ainsi son savoir-faire tout en démontrant à ses clients importateurs et exportateurs son leadership dans le financement du commerce des marchandises. Faciliter les transactions transfrontalières en Afrique subsaharienne est un des objectifs recherchés. Une conférence de presse, elle porte sur la scolarisation des jeunes filles. Comment faciliter cette politique? L'ONG Aide et Action veut corriger le déficit en milieu rural. Elle compte sur les parents et d'autres partenaires. Aboubakar Diaby. Mobiliser les ressources humaines et financières est un des grands défis de Aide et Action internationale Afrique-Guinée. L'ONG met en garde le public contre l'échec que peut vivre parfois l'école et l'éducation dans son rôle d'intégrateur social. À travers des projets, elle tente de prévenir les obstacles liés à l'éducation scolaire. On voit qu'il y a jusqu'à présent des enfants qui sont marginalisés. Chez les filles, on a environ 30% de filles qui aujourd'hui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Et j'insiste particulièrement sur la scolarisation des filles parce qu'on sait la plus-value que peut apporter la scolarisation des filles. La recherche, la documentation attestent qu'une fille éduquée, une mère de famille éduquée, c'est une mortalité qui baisse de 5 à 10%. Voilà un tableau devant lequel on est. Et face à ce tableau, l'État guinéen fournit des efforts assez importants. En Guinée, malgré les 15% de budget national alloué à l'éducation, 22% d'enfants n'ont pas accès à l'école. Ce chiffre passe à 40% en zone rurale. Chez les jeunes filles, 30% sont concernés. Face à cette problématique, l'assistance financière des partenaires privés est sollicitée. La question s'impose de savoir comment on fait pour suppléer à l'insuffisance de financement public aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement une question d'insuffisance de financement, c'est aussi une des clés qui permet aux entreprises internationales qui viennent travailler en Afrique de participer effectivement au développement économique et social de nos pays. Créée en 1981, Aide et Action internationale est une organisation de développement par l'éducation. D'où sa devise, l'éducation change le monde. Aide et Action entend multiplier ses interventions à tous les niveaux afin de faciliter l'accès à l'école des enfants, en particulier les jeunes filles du pays. Protection de l'enfance, le Sénégal et la Guinée se mettent sur la même longueur d'onde. Plus de 3 mois après la signature d'un protocole d'accord, les deux pays mettent en place un comité de suivi. Sa mission, suivre et protéger les enfants en situation de mobilité transfrontalière. Younous Atawel Kamara. Selon les enquêtes menées par l'ONG Sabou Guinée, plus de 200 enfants ont été interceptés à la frontière guinéo-sénégalaise entre 2015 et 2017. Cet état de fait préoccupe les autorités de ces deux pays, d'où la nécessité de la signature d'un protocole de collaboration entre les directions de protection de l'enfance de la Guinée et du Sénégal. Ces deux entités mettent en place un comité de suivi de ce protocole en vue de protéger les enfants en situation de mobilité transfrontalière. Comme vous savez, il y a beaucoup de protocoles qui ont été signés, mais leur application fait défaut. Donc il était tout à fait nécessaire d'organiser une telle rencontre et qui a abouti à la mise en place effective de ce comité qui va alors maintenant travailler à mettre la pression pour que vraiment ce protocole puisse être mis en œuvre pour une meilleure protection des enfants en situation de mobilité. Ce que nous pouvons apporter, c'est de travailler avec toutes les structures étatiques et la société civile pour donner une meilleure visibilité de ce que nous faisons et de ce que c'est que la mobilité des enfants, afin de pouvoir réduire ce qu'ils peuvent subir au cours des routes, comme ça peut être la traite, la maltraitance. La mise en place de ce comité de suivi du protocole de collaboration entre les deux entités en charge de l'enfance renforce davantage la coopération sous-régionale. Les députés du Parlement des enfants de Guinée mesurent la portée de ce protocole d'accord. La situation de mobilité des enfants est une situation qui est récurrente maintenant là.
compte tenu de la montée en flèche du fléau de l'immigration clandestine. Donc les deux pays ont jugé nécessaire de faire une collaboration sur cette base. Et à l'issue de cette collaboration, aujourd'hui, nous sommes maintenant à la mise en place d'une commission de suivi et d'évaluation sur l'accord qu'ils ont eu à faire. Donc avec ça, le Parlement des enfants de Guinée profitera pour faire un plaidoyer au niveau de ces deux parties pour l'application effective de ces textes. Déjà, plusieurs partenaires techniques et financiers s'engagent à accompagner le projet qui vise à améliorer la situation des enfants. Des fournitures pédagogiques offertes au ministère de l'enseignement technique par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture. Ce don est destiné à 3 structures d'enseignement professionnel. L'objectif est d'améliorer le cadre d'études dans ces écoles. Moussa Komara, Maurice Sidibé. Ces outils didactiques sont destinés au centre de formation professionnelle de Beila, Kisidou et Kirouani. Ils vont contribuer davantage à la qualification des jeunes afin qu'ils soient plus compétitifs sur le marché de l'emploi. C'est un geste de l'UNESCO grâce à l'appui financier du gouvernement chinois. Le gouvernement guinéen s'est battu et a pris des initiatives importantes ces dernières années. Et nous en avons eu la preuve la semaine dernière encore à Dakar avec la présentation faite par le ministre et son équipe des ambitions de la Guinée et de la vision de la Guinée pour la formation technique et professionnelle des jeunes Guinéens afin de leur donner les armes et les outils nécessaires à se prendre en charge et pouvoir obtenir des emplois décents et rémunérateurs. Cette bouffée d'oxygène est appréciée par les bénéficiaires. L'un des points de revendication de la jeunesse de Kirouani, c'est l'emploi. Et qui parle de l'emploi parle de la formation professionnelle. C'est pourquoi j'ai dit que ce don de matériel tombe à pic, puisque ça va nous renforcer et ça va soulager les jeunes de Kirouani. Le défi pour l'UNESCO est de contribuer à l'amélioration de la qualité de la formation des jeunes. Une ambition qui rime avec la politique des autorités en charge du secteur. Ces dernières années, des innovations sont apportées pour donner aux jeunes les armes et les outils nécessaires, facilitant leur employabilité. Je peux lancer ici un appel à toute la jeunesse guinéenne, à tous les jeunes, tous les enfants de Guinée, de porter une véritable confiance au système d'enseignement technique, à la mesure où notre ambition ultime aujourd'hui est de leur donner les compétences nécessaires dont a besoin le marché de l'emploi. Convoités par les jeunes, les centres de formation technique et professionnelle du pays sont en souffrance. Insuffisance d'infrastructures, d'équipements ou encore le vieillissement du corps enseignant. Près d'un demi-siècle, aucun investissement considérable n'a été fait dans ce secteur. Tout un défi. Visite de terrain, le nouveau directeur de la Caisse nationale de prévoyance sociale a sillonné les 5 communes de Conakry. Une tournée pour évaluer la prestation des chargés de pension, mais également voir les conditions dans lesquelles les retraités sont payés. Nabi Zakaria Bangoura, Adama Elza Traoré. La Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État rencontre les chargés de pension de Conakry. Première étape, la commune de Matoto. L'objectif est d'évaluer les conditions de paiement des retraités. Dans les 5 communes de Conakry, les locaux affectés de pension sont dégradés. Autre problème est lié au retard du paiement des pensions. Des solutions sont envisagées pour faire face à cette situation. Nous avons pris des mesures en rapport avec nos représentations dans les communes. Nous leur avons dit que les personnes retraitées qui sont malades, qui ne peuvent pas se déplacer, il y a lieu pour les payeurs d'aller vers ces retraités à la maison, les voir parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer et leur demander ou à leurs enfants ou leurs frères d'élaborer, n'est-ce pas, des procurations datant de 3 mois à charge pour ces personnes deviennent désormais charger la pension des retraités. Cette première prise de contact offre l'opportunité au directeur général d'informer les uns et les autres sur les attributions de la direction. La politique du chef de l'État, en accord avec les syndicalistes, étant d'améliorer les conditions de vie des agents de l'État retraités. Cette visite a suscité beaucoup d'espoir chez les retraités. C'est une fierté, avoir une caisse nationale au nom des retraités, surtout de l'État, pas une caisse de la sécurité sociale.
Mais c'est une fierté pour nous, parce qu'on n'était pas protégés. Maintenant qu'on est protégés, nous sommes très fiers. Professeur Alpha Condé. Pour la réussite de sa mission, le directeur général convoque les membres du Bureau national des retraités des 5 communes de Conakry à une réunion la semaine prochaine. En santé, l'actualité, c'est la création d'un diplôme de spécialisation en pneumologie. La première promotion est déjà sur le marché de l'emploi au terme de 4 ans d'études. Elle porte le nom de Dr Mamadou Mouktar Diallo, un des fondateurs du service pneumologie de l'hôpital national Ignace Dine, sur de Kira. Le service de pneumologie de l'hôpital national Ignace Dine, l'un des plus fréquentés de la structure. Il reçoit près de 100 consultations par jour. Les malades dépistés positifs sont repartis entre les cas simples de tuberculose et de co-infection avec d'autres pathologies comme le VIH. Conscient du danger que représente la maladie dans le pays, le service a initié un diplôme d'études spécialisé. Les maladies respiratoires sont une partie très importante des problèmes de santé qui se posent dans notre pays. Pour la réussite de ce premier diplôme de spécialisation en pneumologie, les candidats ont bénéficié d'un encadrement de haut niveau, tant au plan national que sous-régional. Nous avons fait appel à certains enseignants, grands magistrats de la sous-région, c'est-à-dire de Dakar, et d'autres de la France. Et en plus de ça, le travail de terrain a été appuyé par des vidéoconférences de la sous-région. Le transfert des cas de tuberculose, la prise en charge des différentes formes de la maladie ou encore le dépistage chez les sujets Ebola sont parmi les thèmes abordés pendant les 4 années de spécialisation. Une spécialisation marquée par des cours théoriques et pratiques, mais aussi des recherches intenses. Le diplôme de spécialiste en pneumologie, c'est un gain. Parce que jusqu'à maintenant, la Guinée n'avait pas assez de pneumologues. Et le pays, avec plus de 10 millions d'habitants, on n'avait que 4 pneumologues. Et aujourd'hui, la Guinée vient d'avoir 4 autres. Et moi, je suis très fière, je suis très heureuse, parce que je suis la 2e femme pneumologue pour la République de Guinée. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la tuberculose touche chaque année 9 millions de personnes avec 2 millions de décès. L'Afrique porte 26% du poids mondial de la maladie. En Guinée, la prévalence est estimée à 253 cas pour 100 000 habitants. La création du diplôme de spécialisation en pneumologie est un moyen sûr pour améliorer les indicateurs dans le pays. Le programme des désenclavements des routes en province, l'opération se poursuit. Il est prévu une grande campagne qui va toucher les 33 préfectures. 1000 km des pistes rurales vont être désenclavées. Le programme va s'étendre sur 8 mois. Ansouman Toubani Kamara. Elles sont 38 entreprises sur 58 à recevoir des mains de la ministre des Travaux publics leur contrat pour la réalisation des pistes rurales et des ouvrages de franchissement. C'est au compte d'un autre vaste programme du gouvernement pour le désenclavement des zones rurales du pays. Chacune des 33 préfectures de la Guinée est concernée. J'ai insisté sur 3 points au niveau des entreprises. Le premier point, c'est le délai de réalisation. Il faut qu'elles arrivent à respecter systématiquement les délais contractuels. Le deuxième point, c'est la qualité. La qualité, nous voulons avoir vraiment de la qualité. Il y aura toutes sortes de contrôles autour du programme. Il y aura des missions de contrôle. Nos services déconcentrés aussi sont sur les différents sites qui passeront de temps en temps. Nous-mêmes, nous ferons des sorties pour aller voir ce qui est en train d'être réalisé. Le troisième point, c'était les garanties, le caution. Parce que pour qu'une entreprise ait accès à une avance de démarrage donnée par le gouvernement guinéen, il faut que l'entreprise ait la capacité de fournir une caution bancaire. Avec ces travaux qui seront lancés dans les jours à venir, il sera question de réhabiliter près de 1000 km de pistes rurales et une centaine d'ouvrages de franchissement. Toujours, c'est pour satisfaire les communautés et faciliter le déplacement, faciliter le transport pour les marchés hebdomadaires, le déplacement des patients, les femmes en complications, comme vous le savez toujours vers l'intérieur du pays, les femmes sont toujours victimes. Et aussi pour avoir l'accès au village, pour la construction des centres de santé, pour la construction des écoles. Pour ces travaux de réhabilitation des pistes rurales du pays, le gouvernement met à contribution l'expertise de la jeunesse et de la guinéenne.
Vous savez tous que le gouvernement guinéen, à l'occurrence les TP, ils sont en train de se battre pour accompagner le projet de développement du professeur Alpha Condé. Donc nos populations guinéennes sont dans le besoin, surtout sur les routes communautaires et préfectorales. Donc, et à l'honneur aujourd'hui d'être choisis, nous allons nous donner corps et âme pour respecter le délai d'exécution. Bon, j'ai eu le lot 13, la route de Mandiana Sirikila. Comme souvent, c'est des hommes qui font les travaux, nous les femmes aussi, on veut faire comme les hommes, on va faire ce que vous avez demandé. La remise de ces contrats fait suite au lancement en septembre dernier de plusieurs routes communautaires et d'ouvrages de franchissement. Ces travaux sont en cours d'exécution à Sigiring et à Dingiraï. 1000 km de pistes rurales, un vaste projet. 1000, c'est aussi la quantité d'hectares d'anacardiers en production aboqués par un amoureux de la terre. Mamadou Bobo Diallo fait des merveilles dans le village de Garaya. En plus de mettre la terre en valeur, il offre des emplois à plusieurs dizaines de jeunes. Fodé Camara, Mohamed Aïcha Silla. Aboké, c'est une véritable ruée vers la noix de cajou, l'or vert de la région. Des opérateurs économiques et de nombreuses bonnes volontés se jettent dans le grand bain de la promotion de l'anacarde. Des promoteurs motivés par des ventes très rémunératrices. Si tu vois que j'ai abandonné mon métier d'ingénieur électrotechnicien, je me suis lancé dans l'agriculture, je vois que l'Afrique peut avoir son salut seulement avec l'agriculture. Surtout aujourd'hui, avec le programme présidentiel de relance de l'anacarde, c'est le salut pour la Guinée. Et imaginez un seul petit village, je vous donne un village qui s'appelle Sinkurubaga, à côté de la base vie de Henanchin. C'est un hameau qui n'a que 10 cases cette année. Leur production d'anacarde, ils ont eu 480 millions de francs guinéens, le petit hameau. L'une des prestigieuses illustrations de ce retour vers la terre à grande échelle est la plantation de Garaya. Ici, un verger de près de 1800 hectares est aménagé d'un tenant par Mamadou Bobo Diallo, le président de la Chambre nationale d'agriculture. Une plantation encerclée par un domaine de près de 5000 hectares qui était jusque-là quasiment inexploité. Ici, nous avons enregistré beaucoup de progrès. Avant, l'accès était très difficile. Les riverains avaient du mal à se mouvoir. Le domaine était pris en otage par les serpents et les chimpanzés. Les travaux de ce vaste chantier ont été ouverts au lendemain du lancement officiel du programme présidentiel de relance des cultures d'exportation. Un programme qui affichait en 2016 une projection de 200 000 hectares à réaliser dans les plantations de la Basse et de la Haute-Guinée. Depuis l'année passée, nous avons constaté un énorme dégagement fait par El Hadj Bobo Diallo et l'appui du gouvernement. Nous avons vu quand même un large dégagement qui dépasse même à 1000 hectares. Bon, à cela, nous encouragerons à tous les jeunes qui sont en état de chômage de fournir l'effort pour qu'ils soient comme nous. Ce projet volontariste de développement de la filière de la noix de cajou suscite de l'engouement. Un moyen très sûr de lutte contre la pauvreté dont l'élan dans la région est freiné par l'enclavement des zones de production comme ici à Garaya et là-bas à Koldougou ou Sansalé. Les cultures, on les connaît désormais, celles qui doivent compétir en finale le 31 décembre au compte de Miss RTG 2018. La présélection s'est déroulée ce matin dans les locaux de la RTG Coloma. 7 candidates sont retenues par les membres du jury. La section culturelle de la télévision nationale pilote l'événement en sa 9e édition. Reportage Moussa Bangoura et Ousmane Kamara. Pour la présélection Miss RTG 2018, de nombreuses filles sont au rendez-vous. Organisé par la section culturelle de la télévision nationale, cet exercice permet de valoriser la beauté physique et intellectuelle de ces jeunes filles. Il faudrait être une fille qui est là pour défendre une cause juste et noble et c'est très très important. Donc voilà, tout ce que je peux leur dire comme conseil, c'est de rester sereine, de croire en ce qu'elles ont
dans leur cœur et voilà, ça va aller. Moi, je leur souhaite bonne chance et bonne chance. Devant les membres du jury, ces candidates ont été évaluées selon les critères de sélection. Sur 12 candidates évaluées, seulement 7 ont retenu l'attention du jury. Nous avons mis d'abord l'accent sur la formation. Et quand je parle de formation, c'est surtout les jeunes étudiantes. Ça, c'est d'abord le b.a.-ba. Mais également, il fallait que ces filles aient une culture générale parce que quand on dit Miss, c'est pas seulement la beauté physique, mais il y a aussi la beauté intellectuelle. Et donc, nous avons beaucoup regardé cette beauté intellectuelle des filles et également leur moralité. C'est parti donc pour la 9e édition de Miss RTG. Dans les jours à venir, les 7 candidates présélectionnées suivront une série de formations avant les différentes répétitions. La finale est prévue le 31 décembre 2017 sur les antennes de la télévision nationale. À Sport Foot, enfin, on sait les problèmes qui minent actuellement la Fédération guinéenne de football suite à la publication d'un rapport d'audit. Eh bien, c'est dans ce climat de suspicion que va s'ouvrir le championnat national de Ligue 1 et Ligue 2. On connaît même quelques affiches. Les éléphants de Koléa affrontent en première journée le Afia Football Club. Mamadou Aziz Baldé. À 2 semaines du démarrage de la nouvelle saison du championnat national Ligue 1 et Ligue 2, la Ligue guinéenne de football professionnel enchaîne les réunions techniques. Pour cet après-midi, plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Le calendrier et le règlement, ainsi que les subventions des clubs et le transport des équipes, sont entre autres points débattus. Unanimement, tous les points qui ont été inscrits à l'ordre du jour ont été débattus et nous sommes tombés d'accord que les matchs se jouent ici. Les équipements vont être là. Nous sommes en train de voir comment les clubs vont être hébergés au niveau de Conakry pour que ça se joue après. Pour une première, depuis que moi, président du club de CEK, j'ai pris ce club, c'est pour la première fois que le championnat soit joué avec le calendrier préalablement établi pour toute la saison. C'est une première. Donc voilà les nouveautés que nous apporte cette fois-ci cette assemblée de ce matin. Outre ces nouveautés et son engagement pour bâtir un championnat professionnel, la Ligue guinéenne de football veille au bon déroulement des compétitions continentales auxquels participent les joueurs locaux. Le calendrier annuel qui a été effectué a pris en compte toutes ces différentes dates internationales, non seulement pour l'organisation du CHAN, les compétitions dont les clubs guinéens vont participer la saison prochaine. La Ligue a essayé de prendre en compte toutes ces différentes dates pour essayer d'établir un programme qui ne puisse pas être dérangé, qui ne puisse pas être sujet à discussion comme on a eu dans le passé. Donc on s'est essayé de se pencher sur ça pour éviter toute déprogrammation des différents matchs. C'est pourquoi le CHAN, on finira la première partie du championnat avant le CHAN. Selon le président de la Ligue guinéenne de football, 8 caméras professionnelles sont achetées pour filmer tous les matchs. L'idée est de mieux apprécier les décisions arbitrales pendant et après chaque rencontre. Un reportage signé Abdoul Aziz Baldé. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.